on est de retour, excusez-nous. Effectivement, je vais répondre à Capucine Suite. Vous n'avez que du 720. Alors, normalement, c'est pas normal. Vous devriez avoir un choix avec toutes les résolutions. Mais il s'avère que j'ai réinstallé OBS à cause d'une mise à jour qui a été faite et j'avais perdu certaines choses dans la mise à jour. J'ai fait une réinstallation et il se pourrait qu'il faut que je reparamètre. Mais ce sera fait pour le prochain débrief. Et de toute manière, ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à nous voir ce soir, vous nous retrouverez en replay sur notre chaîne YouTube. Vous le savez, la chaîne The Débrief sur YouTube. Vous retrouvez l'ensemble de nos débriefs là-bas. C'est un peu notre base de données. Donc, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de connexion fibre et qui ne peuvent pas regarder ou qui vous regardez en saccadé alors que nous, voilà. Mais c'est comme ça, malheureusement, je suis désolée. On va demander à nos acolytes. Vous avez que du 720, vous aussi ? Oui, pareil. Et salut tout le monde. J'en profite. Il vient de nous casser l'ambiance, ce con. Ne nous casse pas l'ambiance comme ça, s'il te plaît. C'est pas grave. Bon, vous inquiétez pas. De toute manière, vous le reverrez sur YouTube s'il le faut. Capucine et tout ça, vous inquiétez pas. Mais je vais régler le problème plus tard. Parce que là, il faut vraiment qu'on commence, sinon on commencera jamais. Comment vous allez, mes chers chroniqueurs ? Alors d'abord, attendez, je vais vous présenter les chroniqueurs qui sont avec nous. Vous les connaissez, c'est les mêmes. On a rempilé la même équipe. Celui qui est un fan inconditionnel d'un pilote qui n'est plus en Formule 1 d'ailleurs, et dont parfois peut-être certains ont oublié le nom, et qui est devenu maintenant un des patrons de chez Dams en Formule 2. Ce garçon est un fan de Charles Pic. Heureusement qu'il ne s'appelait pas Charles Trèfle, Charles Coeur ou Charles Carreau. Je vous demande d'accueillir Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir tout le monde. Je faisais sûr, la F1 l'a laissé sur le carreau. Alors qu'il s'appelait Charles Pic, c'est dommage. Mais oui, on est prêt là. Parce qu'il se comportait comme un... Ils l'ont laissé sur le carreau parce qu'il se comportait comme un as de pique. Ouais. Et non, il était bon, grosse course de Charles Pic, P18, pas mal. Oui, c'était pas mal pour... Marussia. Oui, mais c'était pas mal pour la voiture qu'il avait à l'époque, Oui, c'était pas mal. Une P18 pour une Marussia, c'est un peu comme un podium, quoi. C'est le podium de la fin. C'est ça, sur 24. Qui était devant Kartikeyan, c'est tout ce qui comptait. Ah oui, Neiran Kartikeyan, ah oui, grand pilote lui aussi. On se souviendra notamment qu'il avait causé un accident avec Nico Rosberg à Abu Dhabi. Le fait qu'il a marqué des points. C'est vrai, c'était aux États-Unis en 2005. Exactement. Dans la course de la honte, souvenons-nous. Celui pour qui l'histoire de la Formule 1 n'a plus de secret. Il pourrait vous raconter tout ce qu'il sait sur Prost, sur Lafitte, sur Jabou, sur Pironi, sur Paletti, sur Gilles Villeneuve, sur les Bianchi, sur tout ce que vous voulez. Il est incollable. C'est celui aussi qui vous parlera de technique toute la saison. Et comme la saison dernière, je vous demande d'accueillir Linkin. Salut Linkin. Salut Valentin, salut Mister Louis, salut Valkyria et salut tout le monde. Et là, pour la première fois en 2023, c'est ici que ça se passe. T'as gâché la surprise. Ah bon ? J'ai dit quoi moi ? Je sais pas. Mais non, mais Linkin a dit salut Valkyria, alors du coup il a spoilé à tout le monde qu'il y avait Valkyria aussi. Oui, mais il peut avoir raconté... Il peut avoir raconté des bêtises aussi. On peut dire que Valkyria, il avait la grippe et que c'est un hologramme qui fait la voix de Valkyria. De toute façon, on est tous des hologrammes. C'est ça. Enfin, on est tous voués à devenir des hologrammes. Et du coup, effectivement, comme vous l'a dit Linkin, notre troisième invité, il est jeune dans sa tête, mais il est très très intelligent, très vif. Et la Formule 1, il a ça dans le sang. Je vous demande d'accueillir Valkyria. Salut Valkyria. Bonsoir. Oh, ce bonsoir. Voilà, vous connaissez la majeure partie de l'équipe, bien sûr. Zeus, ce sera là aussi toute la saison avec nous. On accueille dans notre équipe cette année un petit nouveau qui s'appelle Anatole. Son pseudo, c'est Atolan sur les réseaux sociaux. Il devient notre community manager, notamment pour le compte Twitter de The Débrief. On lui a confier cette tâche et il viendra possiblement faire quelques débriefs avec nous. Ce sera le cas aussi de Angel038 qui va venir faire des débriefs avec nous pour ceux qui se posent la question. Il va venir cette saison, il va en faire quelques-uns. Il faut qu'on cale des dates.
Il aurait dû faire celui-ci avec nous ce soir, mais n'ayant pas vu grand chose des essais hivernaux, il avait peur de n'avoir pas grand chose à dire, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais évidemment, il est le bienvenu. Pour tous ceux qui se posent la question de savoir si Cyril va venir sur des débriefs, je ne sais pas, je ne lui en ai pas parlé, donc je ne sais pas. Mais vous inquiétez pas, vous le saurez en temps voulu. De toute manière, abonnez-vous et followez notre compte Twitter The Débrief, vous saurez. Tout au long de la saison, vous tiendra au courant. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes contents, messieurs, de rempiler pour une saison supplémentaire en 2023 ? Oh non, franchement, là, ça m'embête. J'ai vraiment pas envie. J'ai été kidnappé pour faire ça. Ouais. Mais non, mais bien sûr que oui, on est content. Là, on est de retour. On est là pour tacler des gens ici. Mais en fait, vous savez que je vais vous raconter des coulisses. Vous savez que Louis, je lui ai proposé un SMIC pour venir faire The Débrief. Et pas un SMIC pour l'ensemble des The Débrief, un SMIC par débrief. C'est vous dire que ça... Écoute, si j'ai un SMIC par débrief, sache que j'arrête mes études. Pourquoi devenir ingénieur en Formule 1 quand on peut gagner un SMIC par débrief ? Je gagne quasiment 1300 maintenant. Oui, 1300 fois 23. T'as 20 par an, en vrai. Attends, 23 plus les 3 débriefs hors série parce que t'es payé aussi. Donc ah ça... ouais, et non, sponsorisé c'est par un rentable. Ministériel. C'est rentable, hein, je tiens à le dire. C'est rentable, hein, sachez-le. Oui, sauf que tu vas me mettre sur la paille. Heureusement 23, ouais, c'est ça, ça fait 29 000 par an. Ouais, si je rétablis sur l'année, ça me fait environ 2500 € par mois. Alors du coup, Rien Capucine, foutre. Enfin, Capucine, effectivement, quand vous cliquez sur le « à propos », vous n'avez rien. De toute manière, il faut que je prenne un temps pour qu'on complète ces pages-là, pour que vous puissiez avoir les infos principales. De toute manière, Capucine, pour aller sur notre Instagram, c'est très simple, c'est The Débrief. Partout, vous taperez The Débrief, vous nous trouverez de toute manière. Donc là-dessus, vous voyez, on n'a pas été originaux, on a été simple. On a essayé de simplifier la chose. Voilà. Ne vous inquiétez pas, même sur le chat de Discord, normalement, nouveauté cette année, on devrait avoir des points d'exclamation. Pas maintenant, vous les faites pas maintenant parce qu'ils sont pas activés, mais on devrait les avoir pour le premier débrief. D'ailleurs, je vous donne tout de suite la date. Non, Louis, non, tu peux le faire, ça marche pas. Unité simple et corporate, ça s'appelle The Débrief. Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, vous pouvez noter la date du premier débrief officiel. Du coup, ce sera le débrief du Grand Prix de Bahreïn. Ce sera mardi. Mardi à partir de 21h en direct avec toute la bande, avec Linkin, avec Louis, avec moi-même. Peut-être si Valkyria il veut venir, il vient. Louis, je te demanderai de demander à Nick Sam s'il veut venir faire des débriefs. bien sûr, je lui demanderai à Loulou s'il veut faire un débrief. Du coup, une fois qu'on vous a dit ça, autre précision, vous avez vu qu'on a changé toute la charte graphique de The Débrief. Vous avez vu, on a arboré maintenant un bleu plus foncé pour la coloration unie. Et vous avez vu qu'on a arboré des voitures. Alors, nous ne sommes pas des fanatiques de Ferrari, nous ne sommes pas des tifosi, mais on voulait 2 voitures. Une voiture ancienne, une voiture de la nouvelle génération. Et donc, on a trouvé ces 2 Ferrari. Et je me permets d'ailleurs de remercier Angel, puisque c'est lui qui nous a refait tous les visuels. Voilà, tous les visuels, tout ça. Donc, merci à lui, il a battu un boulot formidable et je tiens à le dire parce Sur que Red Bull, j'aurais pas aimé. Je tiens à le dire, même s'il est plus avec nous, je peux vous assurer que dans l'ombre il a un travail incroyable et du coup voilà, donc on a préféré une couleur plus foncée, on a refait toute la charte graphique, on espère que ça vous plaira. Et autre nouveauté qu'on va lancer sur cette chaîne pour que on fasse pas que des débriefs et que la chaîne ne vive pas que pour des débriefs, mais je vous en reparlerai à la fin. Petite surprise, je vous en reparle à la fin. On leur dira la surprise. Oui. Vous voulez une anecdote sur ces 2 voitures là que vous voyez ? Alors, Leclerc a craché les 2 dans un mur. C'est déjà arrivé. Oui, voilà. Fin de l'anecdote. Ah oui, c'est vrai, à Monaco, il a eu un crash avec cette Ferrari historique. Et Louis va se faire incendier dans les commentaires. Non mais attends. Alors, la première, c'est à cause des freins. Et la deuxième, c'est une erreur de stratégie. Merci les Italiens. Ah si, et du coup, je voulais vous dire, ce soir, Charles Leclerc était l'invité d'une émission sur Canal qui s'appelle En Aparté. Vous pouvez aller la revoir si vous avez MyCanal. Voilà. Après ce débrief, bien sûr, vous restez avec nous. Voilà, donc je sais pas ce qu'il a dit, mais moi j'ai envie d'aller voir ce qu'il a dit en fait, ça m'intéresse beaucoup. On fera ça après. Alors, ce soir, on divise notre débrief en 2. On va vous donner quelques news, on va vous présenter les saisons de F1, de F2, de F3 et on repart des essais hivernaux. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous les notez dans le chat.
Pareil, on mettra un petit espace de questions aussi sur Twitter. Comme ça, si vous nous posez des questions en amont ou après des débriefs, vous avez le droit, vous nous taguer et on y répond. Voilà tout. On est parti donc à 21h16. On va commencer par la présentation de la saison de Formule 1 de 2023, puisque nous sommes bien en 2023. C'est le 72 ou le 73e championnat du monde cette année. 73e, puisque 2023, de 1950 à 2023, chez moi, ça fait toujours 73. Oui, 73e, c'est ça. Hein, on est d'accord. Donc la F1 a 73 ans officiellement. Enfin, le 13 mai 2023, elle aura 73 ans, en fait. Ouais. Hein. Donc voilà, on va vous remontrer ce que vous savez déjà, bien sûr. On va parler... Alors non, avant de vous montrer ce que vous savez déjà... Ouais, ça aussi, on en reparle, Capu. Puisqu'on avait déjà parlé au débrief hors série précédent, de fin de saison, mais on va en reparler maintenant. Du coup, on commence par les changements réglementaires pour la prochaine saison, parce que effectivement, en termes techniques, on aura toujours à peu près les mêmes voitures, avec 2 ou 3 changements. Linkin, c'est toi qui vas nous les distiller, ces changements techniques. Alors, il y en a un qui va nous intéresser particulièrement, et il a été fait pour réduire ce qu'on appelle... Alors, j'ai toujours c'est plutôt pour réduire... Le marsouinage. Voilà, c'est le fameux bouncing, c'est ça, ou le porpoising. Le porpoising. Voilà, exactement. Donc, Linkin, à toi maintenant. Eh bien, il y a plusieurs éléments qui vont changer justement cette année. Alors, pour commencer, il y a le poids. Le poids ne change pas grandement, mais il est abaissé de 2 kg. C'est-à-dire que l'année dernière, les Formule 1 pesaient 798 kg. Cette année, elles en feront 796. Voilà, déjà pour commencer. C'est pas majeur, hein, mais ça va pas trop se voir, c'est pas majeur, mais c'est toujours 2 kilos de perdu. Ah bah effectivement, de toute façon... Oui, de toute façon, toujours, quand on retire du poids, on a toujours certaines fois un petit peu plus de vitesse derrière. Donc effectivement, c'est pas négligeable. Ensuite, on a un arceau de sécurité qui a été redessiné à nouveau, parce qu'en fait, depuis le crash de Guan Yu Zhou, la FIA s'est à nouveau creusé la tête pour justement... comment je vais expliquer ça? Donc, elle était renforcée. Voilà, pour qu'il soit renforcé et plus arrondi, plus la charge devra... Alors, Valkyria, justement, je vais tout développer. Ouais, je vais tout développer parce que sinon, ça va être compliqué. En fait, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il va y avoir une révision des charges qui sera beaucoup plus élevée. Maintenant, voilà, ça, il faut le prendre en compte. Parce que le Halo, si on s'en souvient bien, depuis ses débuts en 2018, eh ben, il a su faire preuve quand même de pas mal de résistance. Hein. On les a vus avec les accidents de Verstappen, avec Hamilton en Italie 2021. On a vu le gros crash de Romain Grosjean en 2020. Il y a eu aussi ce gros carton qu'il y avait eu provoqué par Nico Hülkenberg en 2018, qui envoie Charles Leclerc sur la McLaren de Fernando Alonso. Donc tout ça, c'est un petit rappel, mais au moins ça montrait que le Halo a toujours quand même montré sa solidité, et ça c'est quand même pas rien. Ensuite, là on passe à quelque chose, bon ça c'est plus en détail, c'est la taille des rétros qui en fait passe de 15 cm à 20 cm en largeur, donc ce qui est bon, il y a 5 cm de plus, mais qu'est-ce que ça changera très clairement? Je ne sais pas. Il va y avoir les bords de soubassement qui seront relevés de 15 mm et la hauteur des diffuseurs qui seront augmentées aussi. On a un fond plat qui sera beaucoup plus rigide et qui ne doit pas plus se déformer de plus de 8 mm sous une charge de 60 kg répartie en 12 points. Alors qu'avant, je crois que les points, il y en avait beaucoup moins. Et on devrait tester cette année des couvre-pneus arrière. Alors ça, je vais en parler après. la J'en pluie. parle après, les gars. Vous précipitez pas, on en parle après. Ne vous inquiétez pas. Ça fera partie d'un arsenal de mesures qui ont été décidées en commission F1. Linkin, est-ce que il y avait d'autres changements à signaler? Alors, justement, je vais poser un petit peu ma question rituelle, parce que justement, habituez-vous toute la saison, il y aura la question de Linkin, donc c'est maintenant ou jamais. Dans la globalité de justement tout ça, de ces quelques changements,
qu'est-ce que vous attendez de ça? Pas grand-chose parce que c'est un changement mineur en réalité. Il y a juste les 15 mm qui vont fondamentalement changer le phénomène de porpoising, de marsouinage, c'est-à-dire que les voitures vont certainement moins rebondir. Et on avait dit quand même, et j'en parlerai tout à l'heure quand on va parler des résultats des essais hivernaux, on avait dit que ce marsouinage, cette remontée de 15 mm allait faire perdre environ 5 dixièmes au tour pour les voitures. Sauf qu'en fait, les faits, je dirais même que les voitures, elles ont gagné du temps. Pourquoi ? Parce qu'elles ont su s'adapter à ce changement de réglementation. Enfin, ce changement de réglementation qui n'est pas un énorme changement, mais qui est un changement quand même. Pour ce qui est de l'arceau de sécurité, pour préciser ce que tu disais, Linkin, il faut savoir que Alfa Romeo utilisait un arceau de sécurité en pointe, en V. Et maintenant, on a généralisé l'arceau de sécurité en U, tout simplement, qui devra supporter une charge plus importante pour éviter qu'il soit complètement détruit dans un accident comme celui de Guan Yu Zhou. Néanmoins, Valentin, faut préciser quelque chose, c'est que Alfa Romeo n'a pas d'arceau en U. Ils ont toujours l'arceau en monobloc, c'est-à-dire que ça forme juste une énorme pointe comme ça, comme tu l'as dit. Et ce type d'arceau est légal en 2023 parce que le changement a été annoncé trop tard, donc c'était compliqué de dire à l'équipe « Eh ben tu revois les 3/4 de la physionomie de ta voiture à la mi-saison, pour la voiture de l'année prochaine bien sûr. » C'est que l'arceau typé Sauber est toujours légal en 2023, néanmoins il devra changer pour 2024. Bah oui, parce que, effectivement, Louis a raison de le dire, une voiture, ça se change pas comme ça du jour au lendemain, finalement. Mais il a raison, Louis, de préciser ça, voilà. Mais sinon, pour le reste, après, le soubassement et tout ça, après, c'est vrai que c'est très, très, très technique. Donc, nous qui sommes peut-être des gens qui nous attardons moins dessus, je parle de moi, personnellement, qui m'attarde moins dessus, je sais pas trop ce que ça peut changer, parce que, c'est pas quelque chose qui se voit... à l'image. On n'est pas expert en aérodynamique, quoi. Voilà, exactement. Mais je sais pas, vous pensez que ça va changer quoi, les amis À mon avis, les ingénieurs en soufflerie, ils voient directement les résultats. Exact. Mais nous, on les connaît pas encore. On les connaîtra que dans quelques mois, quoi. C'est ça. Louis, pour toi, tu penses que ça va changer quoi ? Concrètement, les voitures vont avoir moins de porpoising, de bottoming et toutes ces choses-là qui finissent en ing parce que c'est des mots anglais. Et donc c'est bien parce que pour les pilotes c'est important quand même parce que ils prenaient mal. Ils ont moins mal de c'est ça. Déjà. Mais là c'était vraiment c'était une mesure, c'est une mesure qui était prise pour les pilotes. Le poids de 2 kg, c'est simplement parce qu'il devait être augmenté en début 2022 parce que c'est le poids qu'on devait avoir à la base en 2022. Donc bon ça. Voilà, après comme l'a dit Linkin, le poids de réduit c'est toujours ça de gagner, surtout avec la conjecture actuelle du poids qui augmente. On rappelle juste, je précise que 796 kg, c'est le poids minimal. Hein. Ça veut dire qu'une voiture ne peut pas faire moins de 796 kg, sinon elle est illégale. Oui, bon, après, je pense que la plupart des équipes... Il y avait seulement Alpha qui était dans les règles. Oui, c'est ça. Mais là, apparemment... on l'a jamais vraiment... Ça, on le saura jamais vraiment. Mais là, apparemment... On sait pas combien pèse une voiture. Apparemment, la plupart des équipes disent avoir atteint le poids minimal dès les essais hivernaux. Oui, c'est pas étonnant. Mais après, il y aura du lest parfois, mais bon. Mais à quel prix ? Oui. Retirer de la peinture sur les livrets, retirer tout ça, donc voilà. D'ailleurs, dans le chat, on parle de livrets. Mettez-nous votre top 3 des livrets, on vous donnera notre top 3 des livrets. D'accord ? Vous y réfléchissez, mais juste après, au moment où on va parler des essais hivernaux. Ça vous dit ? Du coup, pour les changements réglementaires, on est bon. Maintenant, parlons du line-up de cette saison 2023. Vous le connaissez déjà. Le voilà. On rappelle que cette saison 2023 voit le retour j'allais dire, pas de vieux pilotes, mais de pilotes qui ont beaucoup de bouteilles, notamment Nico Hülkenberg, qui a remplacé Mick Schumacher chez Haas. Mick Schumacher qui est devenu donc pilote d'essai, enfin pilote réserviste chez Mercedes. Piastri, et McLaren. Oui, Piastri a donc remplacé Ricciardo chez McLaren. Ricciardo est revenu 3e pilote chez Red Bull. D'accord ? On a une équipe de France en Formule 1, composée de Gasly et de Ocon. On a De Vries, du coup, qu'on considère encore comme un rookie, puisqu'on rappelle qu'on considère qu'un pilote est un rookie en Formule 1 s'il a fait moins de 2 courses, ce qui est son cas au début de la saison. Et puis, bien sûr, l'arrivée de Logan Sargent chez Williams, le 4e de la F2 de l'année dernière,
qui a eu sa super licence et donc l'autorisation de rouler cette année aux côtés d'Albon. Un line-up très jeune du côté de Williams, quand même. Mais performant. Je crois que c'est un des plus jeunes avec Norris et Piastri. Ouais, Norris Piastri chez McLaren, c'est le plus jeune, non? Je sais pas, parce que je sais que la moyenne d'âge chez Alpine c'est 26,5 puisque Ocon a 27 et Gasly 26, je crois. Ouais, non mais McLaren c'est plus jeune encore, donc parce que Piastri il est ultra jeune. Bah Piastri il a pas 21. Ah si, je crois que c'est ça. Ouais. Donc voilà. À savoir juste une chose importante, là tu parles là des âges de Gasly et Ocon, Valentin, mais à savoir que Gasly il est de février 96 et Ocon je crois qu'il est de septembre 96, si je dis pas de blague. Oui c'est ça, donc Gasly vient de fêter son 27e anniversaire et Ocon il a 26, il aura 27 au mois de septembre, exactement. Donc ils sont de la même année. Mais on aura un des pilotes qui ne sera pas présent potentiellement à Bahreïn. Alors oui, on va en parler dans quelques instants, Valky, si tu veux. Juste, on va se concentrer sur les rookies cette saison. Le tease. Attends, on va se concentrer sur les rookies de cette saison, qui sont donc Piastri chez McLaren, De Vries chez AlphaTauri et Sargent chez Williams. Allez, un petit prono, cher chroniqueur, va falloir vous mouiller. Qui sera le meilleur rookie cette saison? Piastri, Sargent ou De Vries? En termes de points, ce sera sûrement Piastri. Parce qu'il aura sûrement la meilleure voiture des trois. Et j'estime que Piastri est le plus talentueux des trois. De Vries, l'AlphaTauri, c'est un peu un mystère. Donc l'AlphaTauri, il faudra voir quelle performance est là. Après, je ne porte clairement pas De Vries dans mon cœur, je vais être très honnête. Et moi, mais je suis honnête. C'est peut-être pour ça aussi que mon avis peut être un peu biaisé sur Piastri. Sur De Vries, pardon. Parce que je ne le porte vraiment pas dans mon cœur et je pense que ça va être une très grosse désillusion pour De Vries. Honnêtement, si il performe, ça n'a pas de problème, et j'admettrai que je me suis trompé, mais je serais pas étonné que Piastri se fasse battre genre bien par Tsunoda. Honnêtement, non, que De Vries se fasse battre par Tsunoda, que Piastri. Oui, que De Vries se fasse, battre par Tsunoda sans problème. Pour moi, ce qui va arriver, il y a un peu une chance du début en Formule 1, on le note souvent. Tsunoda en 2021, Zhou en 2022, et disons que Williams à Monza en 2022, c'était clairement le meilleur circuit pour rouler. D'ailleurs, ce qui me rend un peu triste pour Albon, parce que je pense qu'il a pu marquer des gros points. Voilà. Ensuite, on rappelle qu'Albon avait été opéré de l'appendicite à ce moment-là et qu'il avait eu des complications qui l'avaient empêché de participer l'année dernière, on se souvient. Exactement. Et ensuite, pour Sargent, alors j'aime beaucoup Logan Sargent parce que je le défends beaucoup et je pense que ça peut être un très bon pilote. Mais on reviendra dessus un peu plus tard dans le débrief, mais la Williams 2023 n'a l'air d'être absolument pas performante, voire moins qu'en 2022. Alors, Logan Sargent, ce sera le premier Américain à faire une saison complète, je dis bien normalement complète, depuis Scott Speed en 2006. Et le dernier Américain qu'on a eu en Formule 1, il était chez Manor. Et c'était un certain Alexander Rossi, qui aujourd'hui roule en IndyCar. Saison 2015 ? Il n'est pas resté toute la saison. Je crois qu'il a fait la fin de la saison, Alexander Rossi. T'es sûr ? Oui, il avait remplacé Roberto Merhi. Exactement. Non, je crois que c'est Si. Je crois que c'est justement les deux qui ont fait la saison. Eh ben non, il a fait que 5 Grands Prix chez Manor, cher Alexander Rossi. Il était que 3e pilote Rossi, de toute façon, de base. Oui, c'est ça. Chez Manor, effectivement, il a été... Donc s'il a fait 5 Grands Prix, il a commencé au Grand Prix de Russie. Ou alors non, attends, oui... Ah non, Roberto Merhi l'a remplacé. Donc nous, il a fait les 5 premiers Grands Prix de la saison. Alexander Rossi. Et... Ok. Bon, je pensais qu'il avait fait toute la saison. Aussi. Il a fait que 5 Grands Prix, Rossi. Ah non, pourtant je l'aimais bien. Enfin, c'est toujours plus que Kevin Magnussen. Ah ouais, bon. On a fait que 5. Donc voilà. Bon, nous digressons. Mais déjà, voilà. Donc voilà pour petite statistique sur Logan Sargent.
toi, Linkin, on met une pièce sur qui? Donc, Louis, pour toi, ce sera Piastri qui sera le meilleur rookie cette saison. On est d'accord? Linkin, donne-moi juste un nom et si tu veux juste détailler en quelques secondes, mais dis-moi. Alors, pour être honnête, je vais miser aucune pièce. Je m'explique pourquoi. En fait, ces pilotes-là, que ça soit Piastri, que ça soit Sargent ou que ça soit De Vries, on va dire, c'est encore des pilotes pour moi qui sont encore un peu vagues dans le sens où même si De Vries, on a vu ce qu'il a fait avec la Williams en Italie, bon, faut qu'il confirme. Donc ça, c'est une chose. Après, Piastri, je l'ai pas vu vraiment piloter et Logan Sargent non plus. Donc pour moi, en fait, en gros, je vais les suivre comme ça, au feeling sur le long de la saison, et on verra à la fin de l'année lequel en sortira vainqueur. Voilà. Ok. Et toi, Valkyria, entre Piastri, De Vries ou Sargent? Sur le papier, il n'y a que la McLaren qui peut jouer le top 5. Tu penses que la McLaren est dans les... Mais Sargent, bien que discret en F2, il a quand même pu finir top 5 du championnat et avoir sa super licence. Donc c'est pas un bronc. Donc il va peut-être faire une première saison discrète à son rythme, avec Williams qui va le découvrir et tout. De Vries, j'aime pas ce pilote, je vais être honnête. Et à la Factory, je pense elle va être peut-être meilleure que l'année dernière, mais elle va pas performer beaucoup quand même. Donc, par défaut, Piastri. Alors, moi je dirais que la logique voudrait que le meilleur des trois, ce soit Piastri. Ça, c'est la logique. Parce qu'il est censé, on le sait pas, on n'a pas encore vu les premiers essais, la première séance de qualification à Bahreïn. Il est censé avoir la meilleure voiture. D'accord? Mais, moi, je miserais bien une petite pièce quand même sur... Je pense que Sargent est capable. Si la Williams confirme les données qu'elle a recueillies à Bahreïn aux essais hivernaux, je pense que Sargent, même si ce sera sa première saison complète de F1, ses premiers Grands Prix, il est capable. Je pense qu'il est capable de faire quelque chose et je pense même qu'il serait peut-être capable de se battre avec Piastri, en vrai. Mais effectivement, la logique voudrait que ce soit Piastri. Mais vous savez que la logique dans le sport automobile, parfois, elle n'existe pas. Voilà. Bon, ça c'est fait. On les suivra de toute manière tout au long de l'année, puis on tiendra le carnet de notes pour la fin de saison. D'accord? Cher chroniqueur. Bon, ça marche. On continue. Alors, on a vu le line-up. Maintenant, le calendrier, on vous rappelle, il n'y aura donc pas 24 courses, mais bien 23, puisque, comme Capucine, tu nous l'as bien fait remarquer, il n'y aura pas de Grand Prix de Chine, ni de remplaçant au Grand Prix de Chine, ce qui fait qu'on va avoir une longue plage sans Formule 1 de 3 semaines, en gros, voire même plus 4 semaines, un mois sans Formule 1. Voilà. Mais c'est comme ça, que voulez-vous. Et du coup, on va commencer donc la saison à Bahreïn ce week-end, puis dans 2 semaines, nous irons en Arabie Saoudite, puis dans 1 mois, on sera en Australie. Grande pause, l'Azerbaïdjan, Miami, tous ces grands prix que vous voyez. Le Grand Prix de Belgique sera le Grand Prix qui conclura la première partie de saison le 30 juillet. On reprendra le 25 août à Zandvoort, et puis on terminera le dernier Grand Prix de la saison le 26 novembre à Yas Marina. Et en plus de ces 23 courses, il y aura 6 courses sprint cette année en Azerbaïdjan, en Autriche, en Belgique, au Qatar, aux USA, au Brésil. Parmi les nouveaux circuits qui arrivent cette année, bien sûr, le Qatar, il y était déjà en 2021. Voilà, 2021, pas en 2022 à cause de la Coupe du Monde, mais il revient en 2023 pour un contrat de 10 ans. Et puis, un nouveau circuit à Las Vegas, Grand Prix qui aura lieu un samedi soir. Ça n'était plus arrivé depuis, je crois, le Grand Prix d'Afrique du Sud en 1970, dans les années 70 ou 80 d'ailleurs, qu'un Grand Prix ait lieu un samedi soir. Pour justement l'Europe.
Ça aurait été pour nous, l'Europe, pour nous, en Europe, ça aurait été un lundi. Exactement. Et on voulait pas que ce soit un lundi. Voilà. Donc. Actuellement, le Grand Prix, nous, il va être à 2h du matin. Oui, c'est ça. Alors. Je sais plus c'est quoi l'horaire Europe, mais ça va être un truc de. Non, non, parce qu'on aura 8 heures de décalage horaire. Donc, si c'est à. Nous, ce sera le soir, de toute manière, hein, pour un Grand Prix américain. 22h. Non, parce qu'il est de nuit. Ce sera tôt le matin. Américaine, non, ce sera tôt le matin pour nous. Parce que ce sera 22h heure américaine. Donc, attends, Oui, 22h heure américaine, c'est ça. Bah, nous, il est à 6h du mat. C'est ça, 7h du matin, exactement. Putain, c'est le même horaire que l'Australie, mais sur le pays d'accueil, c'est pas le même jour. Ouais, exactement. Alors oui, la course sera bien à 7h du matin le dimanche pour nous. Bah, ça va en fait. Voilà, donc voilà, ça c'est dit. Quel est le Grand Prix vous attendez parmi ces 23 Grands Prix? Quel est le Grand Prix que vous allez vouloir voir absolument, cher chroniqueur, dans la liste des 23 que je vous propose? Wow. Louis, Vas-y Linkin, commence. Non, je te disais, Louis, tu veux prendre la main? Ah bah avec plaisir. Moi j'attends Bakou, comme tous les ans. J'aime bien Bakou en vrai. On rappelle que cette année, il aura lieu plus tôt que d'habitude. Hein, il aura lieu le 28 avril, puisque ce sera le 30 même, pardon, puisque ce sera le Grand Prix de reprise. Excusez-moi. Ouais, le 30 avril, ce sera le Grand Prix de reprise. Et d'ailleurs, je vous indiquerai tout à l'heure que le circuit va être resurfacé entièrement, d'ailleurs. Ouais, non, Bakou, Spa, enfin des rendez-vous habituels que j'apprécie. On rappelle que Bakou, ce sera sa 7e Monaco, édition. Hein. On le rappelle, Bakou, sa 6e sous l'appellation du Grand Prix d'Azerbaïdjan, puisqu'il avait commencé comme Grand Prix d'Europe en 2016. Hein, voilà. L'Europe est tendue. Donc toi, c'est l'Azerbaïdjan que tu attends avec impatience. Ouais, enfin, j'aime bien. Bon, en tout cas, tous les circuits historiques, comme la Belgique, comme Monza, comme tout ça. Ok. Oh, Monza, c'est pas ce que j'attends le plus. D'accord. Bon, ok. Monza, c'est un peu surfait. Linkin, toi, quel est le Grand Prix que tu vas attendre le plus? Oh, je vais dire Las Vegas parce que c'est tout nouveau, on va dire. En plus, c'est un lieu que, on va dire, même si je le connais pas par cœur, entre guillemets, cet endroit de Las Vegas, j'y ai déjà mis les pieds, pour être honnête. Après, c'était pas en tant que fan de sport auto, c'était plus comme ça en tant que vacancier, on va dire ça comme ça. En mode touriste. Mais, voilà, exactement. Mais, franchement, ouais, ça peut être intéressant. Après, forcément, j'ai dois que ça soit pour qu'on ait une course, je dirais pas complètement folle, mais je dirais une course qui est correcte et qui soit à la hauteur de ce qu'on demande, en tout cas pour la Formule 1. Parce que on a vu Miami, par exemple. L'année dernière, Miami, on pensait que ça allait faire beaucoup de spectacles et puis finalement, on n'a pas eu une course qui a été ultra folichonne. Hein. Donc j'attends de voir pour Las Vegas. Et puis après, les rendez-vous un peu plus classiques que j'aime, c'est-à-dire la Belgique, l'Italie, et puis je crois, et puis aussi les USA. Moi j'aime bien, on va dire Austin, qui est franchement un très beau circuit. C'est vrai. Valkyria, toi, c'est quoi ton circuit, enfin, pas ton favori, mais la course que tu vas regarder avec le plus d'intérêt dans cette saison, dans ces 23 Grands Prix? Las Vegas, parce que c'est un nouveau circuit. Et surtout, j'ai hâte de confirmer mes griefs, surtout. Mais Canada et Monza, c'est mes immanquables. Ouais, on rappelle que le Canada, ce sera 20h au mois de juin. Voilà, puisque c'est c'est au Canada. Que voulez-vous? C'est une bonne raison pour dire que c'est à 20h, parce que c'est au Canada. Ok, alors moi, quel est le circuit que je vais attendre le plus? Eh ben moi, je vais attendre beaucoup alors, moi, j'ai très envie de voir ce que peut donner le Qatar. Parce qu'on avait décrié ce circuit en 2021 parce qu'on avait les anciennes voitures qui ne pouvaient pas se suivre.
Vous savez que le circuit du Qatar, c'est le circuit qui habituellement accueille la manche d'ouverture du MotoGP, mais cette année, ce sera plus tard le Qatar, puisqu'il faut qu'ils refassent un bâtiment des stands et un paddock, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais moi, j'aimerais bien revoir ce circuit avec ces voitures-là, voir ce que ça peut valoir. Parce que pour moi, on n'a pas vu la vraie valeur de ce circuit avec des voitures de cette année. On ne sait pas ce que ça vaut. On l'a vu avec des voitures qui ne pouvaient pas suivre. Et c'est des enchaînements de... Ça va pas changer grand-chose, Valentin, étant donné qu'il n'y a pas de freinage à part le premier virage. Donc, et que ça restera un circuit type MotoGP. Même si tu suis, si tu peux pas doubler, à un moment... Ça va juste le circuit a été conçu MotoGP, il va rester MotoGP dans sa trajectoire. Bien sûr, il y aura Las Vegas. Bien sûr, ce sera un incontournable, c'est un nouveau tracé. Et puis dans les tracés qui existent déjà, moi, j'aurais bien envie de voir ce que va donner cette année, de revoir Miami aussi, comme disait Linkin. C'est vrai que l'an dernier, il n'y avait pas une course Volation, mais je pense que le circuit vaut une belle course quand même aussi. Parce que vous savez, il n'y avait qu'une trajectoire, là non plus, on ne pouvait pas dépasser. Je pense que cette année, avec le resurfaçage et tout ça, va peut-être y avoir un peu plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Et puis, pour Miami, le paddock sera dans le stade. Voilà, et ce sera toujours mieux. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des immanquables, donc vous voyez 23 Grands Prix, ce qui veut dire 23 débriefs pour nous à faire. Mais on aime bien, on vit avec l'augmentation du nombre de Grands Prix. Si on compte pas hors série. Nos salaires, ils augmentent pas. Hein. C'est ça. Voilà. On n'est pas payé, je vous rassure. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire. On va juste donner quelques dernières infos avant de parler des essais hivernaux. Alors regardez, la commission F1 s'était réunie à Londres. Et donc, voilà les principales annonces de cette commission F1. J'espère que vous arriverez à lire, parce que c'est vrai que du blanc sur des couleurs vives, voilà. Il y aura donc un nouveau pneu pluie qui sera introduit. Oula, j'ai inversé le D et le U, c'est pas grave. J'ai mis introduit, d'accord, au GP d'Émilie-Romagne. Du coup, qui parlait dans les chroniqueurs de la proposition de cache-roue à l'arrière? C'est toi, Valkyria, il me semble. Ouais. J'avais commencé à évoquer, oui. Effectivement, il a été proposé qu'on teste la possibilité d'avoir un cache-roue arrière dans des conditions humides. Il faut savoir que ce sera testé au 2e et au 3e trimestre de 2023, donc dans l'été, courant automne, et que pour le développement de ces pièces, on ne comptera pas d'heures de soufflerie au Formule 1. Ce ne sera pas décompté dans leur temps habituel de soufflerie. Voilà. Ensuite, il a été décidé aussi d'une augmentation du budget capé sur la base de entre 1,2 et 1,8 million de dollars par GP au-delà de 21 Grands Prix. Ça veut dire donc que cette année, si la mesure s'appliquait, elle s'applique cette année, le budget capé va augmenter entre 2,4 et 3,6 millions de dollars, puisqu'on a 23 Grands Prix. Ok, donc faites le calcul, si on monte à 25 Grands Prix, ce serait une augmentation entre 4,8 et 7,2 millions de dollars. D'accord ? Ensuite, on sait qu'il y aura l'ajout ou la réduction de certaines zones de DRS sur les 5 premiers circuits de la saison. Alors d'ailleurs, pour Bahreïn, sachez que la zone de DRS sur la ligne droite de départ-arrivée, elle a été réduite de 80 mètres. Voilà. La toute première zone, sur la ligne droite de départ arrivée, réduite de 80 mètres. Et puis, il y aura d'autres tests comme ça. Et la quatrième zone de DRS qui avait été ajoutée en Australie, elle existera bien cette année. Celle qui est dans le virage, là. Vous savez ? Elle existera cette année. Et puis, la dernière chose, c'est des changements sur certains circuits, notamment les resurfaçages entiers des circuits de Bakou et de Miami. Un agrandissement de 1,5 m de la position des stands à Zandvoort. Donc on va agrandir certainement la voie des stands, j'imagine. Ou les emplacements, tout du moins. Et pas une mauvaise chose quand même, vu comment elle est très courte. Je vous l'ai dit, un nouveau bâtiment des stands et un nouveau paddock au Qatar, ce qui fait que c'est pour ça que le Qatar n'est pas en début de saison, mais en fin de saison. Tout simplement. Voilà les amis. Valentin, tu te rappelles que quand même le Qatar, il était... en 2021, vers la fin de saison. Oui, mais moi je pense qu'il aurait pu se mettre au début, juste après le MotoGP.
Tu vois. Ça Salut va être un peu fort pour les Salut niveau Atlantis. Et un autre chose que j'ai pas écrit ici, mais vous avez certainement entendu parler de ce changement. Ce sera pour le Grand Prix d'Espagne. Voilà, il n'y aura plus de chicane après le virage 13. On fera le virage comme on le faisait avant dans les années 2000. La Champagne Tilke disparaît. La chicane Tilke disparaît enfin. Voilà, en fait, on va prendre le même circuit que le MotoGP. Et comme avant en F1. Ouais, la dernière fois qu'on avait utilisé le tracé sans la chicane, c'était en 2006. Le tracé sans la chicane. Il était arrivé en 2007. Alors, vous allez me demander, mais comment on a fait pour pouvoir faire ces 2 derniers virages? Alors, Louis, toi, je crois que tu avais une théorie à ce sujet. Louis? On ne t'entend pas, Louis. Louis, on ne t'entend pas. Alors, c'était une théorie de l'autre Louis qui disait qu'apparemment, ils auraient changé l'avant-dernier virage pour le rendre plus lent. Sinon, l'autre théorie, c'est juste qu'ils s'en foutent. Voilà, en tout cas, il a été homologué par la FIA, donc c'est sûr qu'on prendra les 2 derniers virages comme ça cette année. Après, on avait mis cette chicane par mesure de sécurité parce que la sécurité manquait à l'époque. Or, avec ces nouvelles voitures, il semblerait que la sécurité se soit améliorée et donc que ce soit plus safe qu'avant de prendre cette partie-là à pleine balle. On rappelle qu'on pouvait pas. On rappelle qu'on ne peut pas déplacer les murs du dernier virage du circuit puisque derrière le circuit il y a une voie ferrée et un cours d'eau. Et ça se déplace pas comme ça. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous informer. Bon, une fois qu'on vous a présenté la saison, maintenant il faut qu'on revienne quand même sur les essais hivernaux. Qui a regardé? Est-ce que vous avez regardé les essais hivernaux ici? Oui ou pas? Oui, j'ai regardé les grande majorité. Alors il faut savoir que nous on diffusait sur notre Discord les essais hivernaux. D'ailleurs vous avez notre Discord qui est sur notre Twitter. On épinglera le lien du Discord. Tenez, je vous le mets. Ou si quelqu'un peut nous le mettre là, Louis, vous allez chercher, je sais pas où je l'ai envoyé, mais vous le trouverez de toute manière. On l'a mis sur Twitter, notre lien de Discord. Voilà. Mais on les a diffusés et on risque peut-être aussi cette saison de diffuser les courses. Donc venez nous rejoindre sur notre Discord si vous voulez regarder les courses. Voilà. Et effectivement, donc il y a eu 3 journées de 8h30 chacune. Donc ça fait 25h30 d'essai, mais en réalité, il n'y a eu que 24 heures puisque les 15 dernières minutes servaient à des procédures FIA, notamment de VSC, de drapeau rouge, de départ arrêté, de départ lancé. D'ailleurs, le samedi soir, on a vu un départ lancé, on a cru qu'il allait avoir un accident au premier virage. Voilà. Mais avec un peu de chance, ils se sont tous bien tenus. On rappelle le principe des essais hivernaux, une voiture par écurie. Les écuries avaient le choix soit de mettre un pilote dans la voiture, soit de splitter en 2 pour mettre un pilote le matin, un pilote l'après-midi. On rappelle que Lance Stroll n'a pas participé aux essais hivernaux, il s'est blessé dans un accident de vélo. On ne sait d'ailleurs toujours pas à l'heure actuelle s'il participera au Grand Prix de Bahreïn qui a lieu dimanche. Mais normalement, ça devrait être en bonne voie puisqu'il montait dans le simulateur cette semaine pour voir s'il n'avait pas trop de douleur. Sinon, dans la mesure où il ne pourrait pas participer, ce serait Felipe Drugovich, le pilote d'essai, qui va faire le Grand Prix à sa place. Et champion F2 en titre. Voilà, exactement. Du coup, pour ces essais hivernaux, juste, je vous montre les résultats et après on en parle. Donc voilà le résultat du premier jour, avec donc le meilleur temps de Max Verstappen qui avait réalisé 157 tours en tout. Le deuxième jour, c'est Guan Yu Zhou qui avait fait le meilleur temps de la séance devant Max Verstappen. Et le dernier jour, c'est Sergio Pérez qui a fait le meilleur temps. Et d'ailleurs, sachez que le temps de 1:30.305, on a battu de 2 dixièmes la pole de l'an dernier. Déjà aux essais hivernaux, vous imaginez? Et on dit que les écuries ont caché leur jeu. Je rappelle que le record...
Ça va déjà très très vite en fait. Je rappelle que le record absolu du circuit reste la propriété de Lewis Hamilton. C'était la pole de 2020 en 27,2. Voilà. D'accord. Il y a une certaine marge, ça va. Voilà, il y a une certaine marge. Alors, je voulais vous présenter les pneus pour les essais hivernaux parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question pendant les essais hivernaux et j'ai essayé d'y répondre. Donc, les écuries avaient le droit, en tout et pour tout, on leur allouait, il y avait une allocation totale de 35 pneus slick, 2 pneus intermédiaires et 2 pneus pluie. Autant vous dire que le pneu intermédiaire et le pneu pluie, on s'en est pas servi. D'accord ? Mais parmi ces 35 pneus slick de toute la gamme que vous voyez de slick, il fallait en choisir 30 avec les 2 sets de pneus prototype C3 qui n'avaient pas de marque. Voilà. Et donc, on rappelle cette année chez Pirelli que la gamme de pneus va aller du C0 au C5. D'accord ? Le pneu le plus tendre de la gamme et le pneu le plus dur va devenir le C0. D'ici à ce qu'on ait le C-1, c'est possible. Du coup, voilà. Sachant que les pneus pour Bahreïn, ce sera le C1 le plus dur, C2 le médium et C3 le plus tendre. Voilà. Atlantis. Je te moque pas. Voilà. Donc, on parle des essais hivernaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des essais hivernaux ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion selon vous ? Je commence par Louis, peut-être. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Les voitures ont l'air plutôt fiables parce que de souvenir, il y a eu un problème pour Bottas, un problème pour Russell et un problème pour Drugovich. Exact. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que les voitures ont l'air visiblement plutôt fiables. Après, en termes de performance, les chronos sont pas révélateurs. Ce qui va être un peu plus révélateur pour essayer de deviner un peu la hiérarchie, de regarder les on-board et comment les pilotes conduisent, est encore très très approximatif. De ce que moi j'ai essayé d'en tirer, c'est qu'Aston Martin est plus haut que l'an dernier, mais ça s'arrête là. Donc, concrètement, si Red Bull a l'air d'avoir toujours de l'avance, on va voir si Mercedes et Ferrari cachent leur jeu à 100%. La Red Bull a l'air performante, ça c'est indéniable, mais je pense que tout le monde s'en doutait. La Williams, à mon avis, bon, on verra ce que ça donne, hein, mais elle m'a pas l'air franchement folichonne. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en tirer. Il n'y a pas vraiment de. On peut pas savoir ce qui va se passer. Il faut attendre Bahreïn. Il faut attendre qualif. D'accord. Linkin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des essais hivernaux, du peu que tu as regardé ? Bah en fait, je t'avoue, j'ai regardé, mais j'ai pas réussi à vraiment trouver vraiment des choses ultra intéressantes. Hein. Faut pas croire. Alors, c'est sûr que Honnêtement, les essais, c'est tu vois les voitures tourner pendant 4h15 et voilà. Tu sais pas ce qu'elles font, t'as pas une idée de ce qu'elles font. Bah non, en fait, là, c'est surtout que, tu vois, les chiffres, j'ai l'impression que, ok, on a Red Bull peut-être qui se détache un peu. Effectivement, ça là-dessus, je rejoins Louis pour ça. Mercedes, Ferrari, j'ai l'impression que Ferrari se détache un petit peu par rapport à Mercedes. Après, est-ce que Mercedes, ils ont l'air d'avoir quand même une petite pointe de soucis avec la fiabilité, mais ça, à mon avis, je pense que c'est pas encore trop grave. Mais là, ce que j'attends le plus, c'est d'avoir un taux beaucoup plus resserré dans le midfield. Voilà, en tout cas, ce que j'attends en tout cas pour la saison. Après, et ça, pour l'instant, je l'ai pas vu aux essais hivernaux. Donc on verra. On rappelle que Russell a eu un problème d'hydraulique, c'était le 2e jour, hein. La séance de l'après-midi, le 2e jour, il a eu un problème d'hydraulique. Et Bottas, lui, c'était une panne, je crois, de moteur. Il y a eu un problème sur le moteur. Ferrari, il me semble. Et puis pour Drugo, c'était un problème d'électronique en tout début de séance le jeudi matin, je crois. Donc voilà, mais rien de bien inquiétant, ça va être fiabilisé. On rappelle d'ailleurs, vous posez peut-être la question de les moteurs, est-ce que ça compte dans le quota de moteur de la saison ? Rassurez-vous, non, ça ne compte pas. Le quota de moteur va commencer au Grand Prix de Bahreïn. Ce qui se passe aux essais hivernaux, ça ne compte pas. Donc s'ils cassent 3 moteurs, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Ce sera pas dans la location. On rappelle, 3 moteurs, enfin 3 moteurs à combustion interne, 3 MGEH, 3 MGUK. Et il y a 2 électroniques de commande, 2 packs batterie et 2 turbos, je crois, dans la saison.
à vérifier parce que j'essaie de me rappeler de la location qu'on a sur F1 22 sur le jeu vidéo puisque c'est la même. Voilà, donc voilà cette année. Alors, vous avez évoqué, Louis, tu as parlé de fiabilité, je crois, à un moment donné. Qui a parlé de fiabilité? Moi, j'ai parlé de fiabilité. Alors, tiens, petite image, ça c'est le nombre de tours qui a été parcouru par l'ensemble des écuries sur les 3 jours. Vous voyez où AlphaTauri en a parcouru le plus, 456 devant Williams, 439. Ferrari en a parcouru 416 devant Haas, 414. Red Bull 413. Alfa Romeo a parcouru 401 tours. Mercedes 398. Aston 387. Alpine en a parcouru 353. Et McLaren est celle qui en a fait le moins, 311. Vous parliez de temps aux essais hivernaux. Et bien regardez, avant que Valkyria, tu donnes ton avis. Ce que vous avez à gauche, ce sont les meilleurs temps par écurie, puisque chaque écurie a une voiture. Donc voilà les meilleurs temps. On rappelle par contre, petite donnée indicative pour analyser ce que vous voyez. Ces temps souvent ont été réalisés en pneus C4 ou en pneus C5. Ça veut dire la gamme la plus tendre. Elle ne sera pas disponible à Bahreïn, on vous le rappelle. La gamme la plus tendre, ce sera le pneu C3. On retrouvera le C4 et le C5 normalement en Arabie Saoudite dans 3 semaines. Voilà. Et à droite, c'est la comparaison, je pense, avec le meilleur temps de l'année dernière pour chaque écurie. Aux essais hivernaux, hein. Le meilleur temps de chaque écurie. Donc vous voyez, celui qui a le plus gagné, c'est Williams et Aston Martin, 2 secondes 3. Alpha... Ça veut pas dire grand-chose, hein. C'est bien ça le problème, c'est qu'on peut pas en tirer une donnée. Ça ne veut rien dire. Il n'y a que Alpine qui aurait stagné, voire même un tout petit peu perdu. Vous voyez, 64 millièmes de seconde de perdu. Mais ça... Voilà, il n'aurait aucun sens. Mais malheureusement, aux essais hivernaux, tout dépend des programmes qui ont été faits, de ce sur quoi les écuries ont voulu travailler. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre? J'avais que ça comme image. Valkyria, ton avis, toi, sur les essais hivernaux? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Red Bull vont encore être assez bas à battre. En surprise. Ferrari et Mercedes peuvent jouer les troubles faits. Par contre, il y aura une véritable bataille midfield avec Aston qui semble monter, mais bon, on sait comment Aston réussit à développer sa voiture, c'est-à-dire pas du tout. Alors, d'accord avec toi. Je vois bien As, lors des premiers GP, bien performé. Mais belle carrière. Aston Martin, ils ont commencé la saison ultra loin. Ils l'ont fini, ils jouaient le top 6, enfin top 8 de manière régulière. C'est vrai. Donc, Je parle en général. L'année dernière. L'année dernière, ils ont réussi à faire ça, et en 2021 aussi. 2021, un peu moins, je trouve. Alors... 2021, ils ont commencé la saison, ils étaient nulle part. Je crois qu'ils ont attendu 4 ou 5 Grands Prix avant de marquer des points. L'année dernière, oui, ils étaient nulle part au début de saison. Après, ils ont changé la philosophie de leur châssis. Ça a été plus performant. Et même au cours de la saison, les objets qu'ils ont apportés en Hongrie, par exemple, ont été efficaces. Hein. Alors du coup, messieurs, si j'essaie de vous comprendre tous... Alors Capu, on va reparler ça. T'as raison, on va l'évoquer tout de suite. Puisque effectivement, Red Bull a été sanctionné, vous le savez, à cause du budget cap l'an dernier, d'une réduction d'aéro de 25... Non, 10%. 10% en moins. Je crois que c'est 10, ouais. 10% en moins. Non, c'est 10. 10. Ce qui était déjà grand, puisqu'ils ont que 70% en temps de soufflerie, ça leur fait 63 maintenant. On ferait un plaisir de répondre, Capucine, là-dessus. Du coup, je voulais vous demander, alors, si on essaie de faire une photographie, une hiérarchie avant Bahreïn, soyons fous, on essaye. Donc, si j'essaie de compiler ce que vous avez dit, messieurs. Donc, en 1, Red Bull, ça bouge pas. En 2, Ferrari. En 3, Mercedes, d'après ce que je comprends de ce que vous dites. Le top 3 ne change pas. Mmh. Ok. Ouais, pour moi, Ensuite, en 4, pour vous,
est-ce que Alpine reste 4 ou est-ce que Aston Martin prend la place de 4 ? Pour moi, Aston Martin la prend. Donc Aston Martin serait 4. Pour moi, ça donnerait ça. En 5, on met Alpine ? Ouais, je mettrais Alpine. Ok. Alors, Par contre, je verrais bien Alpine Aston Martin déjà très serré. ouais, donc on va faut dire le dire. 4e ex aequo. Voilà, c'est ça. Mais je les vois bien plus proches du top 3 qu'ils ne l'étaient l'an dernier. Genre capable d'aller jouer un podium. Un peu niveau Sauber 2012, tu vois, genre. Ça peut venir titiller du podium si occasion il y a. Ok. Ensuite, vous avez dit qu'il y aurait un gros midfield. Alors, j'imagine que dans le midfield, vous mettez Alfa Romeo. Vous mettez Alfa Romeo, McLaren, As. McLaren As. Ah, vous mettez quand même As dans le midfield. Ouais, moi je vois bien As. J'ai l'impression que As, ils sont Oui. en train de voiture cette année. Et donc, du coup, Oh, quid d'AlphaTauri et de Williams ? Ah, au fond, pour moi. Vous mettez AlphaTauri, ils vont être bons dernier. Vous mettez AlphaTauri Ah, je mettrais devant Williams quand même. Ah ouais, tu mettrais AlphaTauri 9 et Williams 10 ? Ouais, la Williams, ça m'inspire absolument pas confiance. Après, c'est que du visuel, toi. Mais quand je vois l'AlphaTauri, on voit qu'il y a des choses qui ont été. Ça a travaillé. Alors que la Williams, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait un micmac d'un peu ce qui marchait. Et du coup, j'ai peur que ça le fasse pas. Parce que Alpine aussi fait un micmac de ce qui marche. Genre des pontons creusés, mais à la fois un double niveau sur le capot moteur. Alpine fait un bon micmac, mais ça marche en fait. Parce qu'ils arrivent à bien l'agencer. Alors que quand je vois Williams, j'ai juste l'impression qu'ils essayent de rattraper la chose qu'ils ont faite l'an dernier. Je vois vraiment pas Williams progresser. Ok. Bon, bah voilà. Alors pour moi, je vois Williams. Ah, mais pour moi, je vois l'inverse. Je vois Williams bien marcher et AlphaTauri encore se viander. Moins que l'année dernière, mais ce sera pas miraculeux non plus, quoi. Donc vous voyez même pas Williams se battre dans le midfield, quoi. Vraiment ? Ah non, vraiment pas pour moi. Hein. Williams a marqué 10 points grand max dans la saison. Alors détrompe-toi, Capucine, c'est toujours possible qu'une voiture fasse un énorme bond. C'est toujours possible. Parce que Capucine nous dit je n'arrive pas. Alors, Capucine nous dit je n'arrive pas à comprendre comment Aston Martin pourrait faire un tel bond en performance en si peu de temps, ça me paraît impossible. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Capucine ? Alors, simplement parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que ta voiture ne marche pas. Soit ta voiture est juste mauvaise. Mal née, c'est-à-dire mal née. Elle est mal née, elle est mauvaise, le concept marche pas. Soit tu vas avoir un truc comme un peu la Mercedes de 2023 est un bon exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'une voiture qui ne marche a des problèmes, mais qui a un potentiel. Et c'est ce que je pense avec l'Aston Martin. Je pense que l'Aston Martin était pas si. Je pense que l'Aston Martin 2022, la spec après arriver en Espagne, ne marchait pas forcément beaucoup mieux. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je serais pas étonné. Des fois, il faut pas tant de choses que ça. L'écart entre une bonne et une mauvaise voiture en Formule 1, on a l'impression que c'est immense. Mais c'est que dalle. Donc en vrai, je serais pas étonné qu'en changeant 2-3 trucs et juste en l'améliorant avec peut-être le feeling d'Alonso aussi, qui peut aider parce c'est un pilote d'expérience, et bah qu'ils arrivent juste à faire fonctionner les choses comme il faut. Et donc ça marche, c'est tout. Alors excusez-moi, mais je vais relever ce bon mot d'Atlantis qui dit quand une F1 traîne à cause d'une casse de boîte, est-ce qu'on peut appeler ça une F1 boiteuse ? Ah là 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 là. Moi j'irais plutôt qu'ils ont déboîté la F1, mais. Voilà. Bravo Atlantis, très bonne vanne. Très bonne vanne. C'est le point humour, on passe à la suite. Bon, Atlantis, on te demandera à chaque débrief de faire une vanne par débrief. T'auras le droit maintenant. Ce sera ton quart d'heure de gloire. Et Capucine, du coup, autre chose, Capucine lui disait, du coup, là, maintenant, on peut vraiment dire que la sanction aéro sur Red Bull a vraiment servi à rien. Alors, oui et non, Capucine. Oui, parce que la majeure partie de la soufflerie pour créer la voiture 2023 s'est faite en 2022. On est d'accord ? Mais non, Capucine, ça va quand même avoir un impact. Parce que pour la soufflerie sur le développement des pièces. Et sur le développement des pièces pour 2024, pour progresser, ce sera plus compliqué parce que Red Bull ne pourra pas, j'allais dire, prendre des risques. Ils vont toujours peser un peu le pour et le contre, si vous voyez mes mains, le pour du gain et des pertes. Exactement. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte aussi. Hein. Alors, juste fini pour Capucine. Ouais. Alors, effectivement, à l'instant T, tu as l'impression que ça n'a servi à rien, mais en fait,
ça va se voir, mais pour l'année prochaine. C'est pour ça qu'effectivement, ce type de sanction paraît complètement... Et sur l'année actuelle. Voilà. Ouais, sur le développement en cours de saison. Voilà, c'est pour ça que ça vous paraît complètement dérisoire, mais effectivement, pour cette année, c'était déjà foutu, Enfin, c'était foutu pour le développement de la voiture, pour créer la voiture, mais par contre, pour la faire évoluer, là, c'est plus... Là, on en reparlera à la mi-saison, par exemple, Capucine. Là, les équipes de New Wii, désormais, elles vont se plier en 4 pour dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd si on fait une nouvelle amélioration. Ouais. Oui, surtout, faut pas... Tu voulais rajouter quelque chose, Louis? On n'utilise pas le temps de courir pour rien. Ouais, attends, Valkyria, Louis voulait rajouter quelque chose. Il y a surtout une dernière donne qui est très importante pour Red Bull. C'est qu'ils vont pas tarder à passer une nouvelle soufflerie. On rappelle que la soufflerie actuelle de Red Bull date de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est de leur dire et de l'équipe technique de la soufflerie, le temps qu'ils prennent à pouvoir utiliser la soufflerie, parce que démarrer la soufflerie compte comme du temps de soufflerie. Le temps qu'il la démarre pour qu'elle puisse fonctionner est un temps qu'ils perdaient l'an dernier, et ça correspond à peu près à ce qu'ils vont avoir. C'est qu'avec une nouvelle soufflerie, ils vont pouvoir démarrer plus vite, et donc au final le gain va en fait pas être si grand que ça. On pourrait se dire c'est un peu un coup dans l'eau de la part de la FIA. Oui et non, parce que du coup ça va quand même les impacter un peu, mais le fait que Red Bull peut contrebalancer cela, ils travaillent déjà avec 10% de soufflerie en moins en fait. Donc se retrouver avec 10% de soufflerie en moins, mais une nouvelle soufflerie, ça va tout simplement se compenser et ils devraient normalement se sortir sur leur programme. Après quand t'as Super Newey, t'es un peu biaisé aussi. Oui, c'est vrai. Adrian Newey, on rappelle, c'est celui qui conçoit les voitures chez Red Bull et qui a les meilleures idées de concept. Il est plus au rang de personnel qui on va demander. Mais voilà, Red Bull a toujours eu une très très bonne équipe aérodynamique. Malgré ces 10% de soufflerie, je pense qu'ils s'en sortiront très bien. Je pense que là-bas, les mecs sont rodés, ils sont prêts. Ok, et ben en tout cas, voilà messieurs ce qu'on pouvait dire des essais hivernaux, à moins que vous vouliez dire autre chose. Est-ce qu'il y avait autre chose qui nous aurait échappé pendant ces hivernaux? Alors, effectivement, oui, vous avez vu que les séances, c'était des séances de 4h15, parce que je vous ai expliqué, dans les derniers quarts d'heure de chaque séance, on faisait des tests, des tests FIA, des tests, vous savez, sur les panneaux lumineux, des tests de procédure notamment. Voilà, on a fait des procédures de départ arrêté, de départ lancé. On a fait des procédures de VSC, de drapeau rouge aussi. Donc voilà, pour ces essais hivernaux. Donc rendez-vous, pour avoir nos réponses sur la hiérarchie, rendez-vous à la première séance de qualification qui aura lieu samedi à partir de 16h, heure française. 18h, heure locale. Voilà. Écoutez, une fois qu'on a parlé de la catégorie Rennes, on va passer à ce qu'on appelle, nous, les feeder series, c'est-à-dire la F2, la F3. Alors, juste avant, vous savez que... Ah, je ne l'ai pas mis. Ah, si. Vous savez, on vous avait parlé au dernier débrief d'une catégorie qui allait arriver, c'est la F1 Academy, vous savez, la catégorie 100% féminine. Sachez qu'on aura une Française engagée qui s'appelle Lola Lovin-Foss, qui sera chez Campos dans cette F1 Academy. Alors, on vous montre très vite, je répondrai à ta question après, Capucine. On en parle très vite. Pourquoi? Parce que cette catégorie ne sera pas en levée de rideau des Grands Prix de F1 comme pouvait l'être la W Series. Vous voyez les circuits qui vont être utilisés. Spielberg au mois d'avril, Valencia et Barcelone au mois de mai, Zandvoort au mois de juin, Monza au mois de juillet, le Castellet au mois de juillet aussi, fin juillet. La seule course qui sera en levée de rideau d'un Grand Prix de F1, ce sera Austin au Texas. Voilà. Très vite, votre avis, cher chroniqueur, catégorie qui sert à rien ou pas? Mais très vite, hein. Je regarderai, mais d'un œil, quoi. Alors attendez, pas tous en même temps. Valkyria d'abord. Vas-y, Linkin commence. Ah non, Linkin. Attends, Valkyria, Linkin. Eh ben, alors je trouve que c'est une catégorie où il peut y avoir des possibilités. Donc pour l'instant, j'attends de voir. Honnêtement, voilà, je donne pas un avis forcément peut-être ultra précis. Mais bon,
ça peut s'essayer, mais après, perso, moi, il y a un truc qui me turlupine quand même. Pourquoi on fait venir la F1 Academy au Castellet alors qu'on n'a plus le droit à un Grand Prix là-bas? Parce que justement, je pense qu'ils ont fait en sorte de pas les mettre en même temps. Voilà. Ouais, mais je trouve que perso, continuer à faire des compètes là-bas alors qu'ils ont dit ouais, on arrête tout, c'est un peu faudra me pardonner, mais c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Alors Louis, je crois que t'as répondu en textuel à Capu. Tu disais que effectivement cette F1 Academy c'est de l'équivalent de la F4 et la F4 n'est pas ce week-end de GP, c'est QFD, tout simplement. Ok. Oui, bon, c'est tout. Après, personnellement, la F1 Academy, je ne regarde pas la Formule 4 parce que je n'ai pas forcément le temps. À un moment, il faut que je fasse autre chose de ma vie que de regarder des voitures qui tournent en rond. Elle est sur YouTube, hein, la F4, notamment la F4 italienne, vous pouvez la voir. Oui, exactement. C'est très intéressant. Si vous avez le temps de temps en temps de vous y poser, je vous le recommande. Il y a souvent des très bonnes courses. Sachez que la F4 allemande n'existe plus. La F4 ADAC n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Du coup, je disais, la F1 Academy, c'est une F4 féminine. Sur le concept, bon, bah, c'est un peu comme la W Series. Je suis pas forcément contre dans le principe. C'est pour voir les femmes dans le sport auto, c'est vrai que c'est important. Après, quand t'as 28 ans, que t'as pas le niveau de la Formule 4 et qu'on te fait tu roules, enfin voilà. Quoi. Je pense que c'est aussi une question de niveau. C'est pas le fait qu'une femme soit en sport auto qui me dérange, c'est le fait qu'elle n'ait pas le niveau, donc ça ne sert à rien de venir. Y compris Jimmy Chadwick, je pense qu'elle va juste se faire défoncer en Indy Light cette année. Dommage pour elle. On dit NXT. Non, du coup, Chadwick ne sera pas dans cette F1 Academy, cher Capu. Du coup, Chadwick, comme je le disais, sera en Indy NXT, le nouveau nom de l'Indy Light, deuxième catégorie de l'IndyCar pour placer, voilà. Ok. Je sais plus, il y a des pilotes qui ont été annoncés, vraiment le niveau a l'air d'être un faiblard. Bah, il y a Abby Pooling. Alors, parmi sera plus élevé dans le championnat du monde de karts. Parmi celles qui étaient déjà dans la W Series, il y a Abby Pooling. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sachez que c'est Suzy Wolf qui a été nommée à la tête de la F1 Academy. Voilà. Quoi d'autre? Tiens. Tu sais quoi? Je vais peut-être une touche d'humour, mais elle évitera de constamment faire de faire des bras dans le plâtre à Toto. Comme ça. Voilà. Donc, ok. Valkyria, ton avis très vite sur la F1 Academy? Je regarderai, mais d'un œil. Ok. Bon. Quand alors... tu vois des pilotes de 28 ans qui n'ont pas un CV, 28 commencer une feeder series, c'est tard. Et en plus, elles ont pas un gros, même si ça reste au F4, donc du début, donc niveau débutant, elles n'étaient pas transcendantes dans les théories précédentes non plus. Donc voilà quoi. Alors vous avez 28 ans en Formule 4, alors que la plupart des gens en Formule 4 ils ont genre 16 ans. Alors vous avez aussi Lena Bühler, une Allemande. Elle est ultra nulle de ce souvenir. Il y a Bianca Bustamante aussi qui est engagée. Il y a plein de... Voilà. D'ailleurs, Lena Bühler, elle est dans la Sauber Academy avec Théo Pourchère notamment. Voilà. Bon. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la F1 Academy. On a été assez vite parce que c'est une catégorie enfin, c'est pas qu'on regardera pas, mais on parlera pas par maintenant. Donc, voilà. Du coup... Puis ça s'appelle F1 Academy, c'est pas en cours de F. Alors, c'est peu con. Parlons des feeder series. Alors, on regarde le calendrier des feeder series d'abord, avant de parler des pilotes, des line-up. Très vite, 14 manches en Formule 2, 10 en Formule 3. Avec cette année, l'apparition de Melbourne en Australie pour les deux catégories, pour F2 et F3. Et la F3 va revenir à Monte-Carlo. Donc, hâte de voir ce que ça peut donner, 30 voitures à Monte-Carlo. Tchou. Mais c'est tout simplement pas légal, en fait. C'est ce qu'on avait dit déjà avant. Ça sera limité à 28. Donc, ça veut dire qu'il y aura 2 pilotes qu'on va éliminer. Ouais, en qualif, les 2 derniers seront pas là. C'est quand même dommage d'avoir qu'une seule Gen Z en course.
Oh, t'es méchant. Après, le truc, c'est que aller à Melbourne en F2 et F3, ça va être un surcoût incroyable. Oh, mais ça, c'est une connerie. Je suis d'accord avec toi. Et puis surtout, ça va nous obliger à nous lever à 3h du matin pour regarder les courses. Non, pas Autant c'est cool sur le papier parce que c'est un bon circuit et tout. Mais de 1, ça va être des coûts horribles pour les équipes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Et en plus, oui, ça va faire des courses à 3-4 heures du mat. Non mais au secours, quoi. Pour compléter ce que tu disais, Valkyria, coût horrible pour les équipes égale coût horrible pour les pilotes. Ça veut dire que c'est des pilotes. Ça veut dire que les pilotes qui ont peu de budget vont être encore plus limités. Et oui, parce que les sponsors, ils sont pas illimités. Hein. Pour les plus petites équipes de F2, ou du moins les pilotes avec le moins d'argent, je serais même pas étonné que genre en Australie, il manque, je sais pas, quasiment un quart de la grille de F2, parce que ce seront des pilotes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont décidé de pas aller en Australie parce que ça coûte ultra cher. Ce serait pas du tout étonnant. Même en F3, même. F3, c'est pareil, hein, c'est encore un même combat, c'est pareil. En F3, t'as encore moins de bagages, donc t'as encore moins de sponsors qui te suivent en F3. Exactement, hein. Pour moi, la F3, ça va être pareil. Hein. Ouais. Il va manquer des pilotes la moitié de la grille. Ils n'ont pas fait le déplacement en Australie. Donc voilà, du coup, alors du coup, la F2 et la F3 partageront donc Bahreïn en commun, l'Australie, Imola, Monte-Carlo, l'Espagne, Spielberg en Autriche, Silverstone, Budapest, Spa et Monza. Voilà. Pas de Zandvoort ni en F2 ni en F3, du coup, contrairement à l'an dernier. Voilà. Non, pas de course aux USA pour les F2 et pour les F3. Vous voyez, pas de course au Japon, pas de course à Singapour, pas de course, voilà. En théorie, ça reste en Europe. On va juste exporter. Ah oui, j'avais oublié que Sakir était en Europe, que Jeddah était en Europe et que Bakou était en Europe. T'inquiète, le Moyen-Orient, c'est presque l'Europe. C'est les portes de l'Europe, comme on dit, non? Oh. Oui, il y a quelques frontières. Après, c'est l'Europe, oui. Non, mais disons que le Moyen-Orient, ça reste encore dans des... C'est pas l'Europe, mais ça va encore. Je vous rappelle l'Australie, les États-Unis, l'Asie, c'est trop loin, là. Voilà. Bon, alors ça, c'est pour les circuits. Maintenant, parlons des pilotes qu'on va voir s'affronter. On commence par la Formule 2, si ça vous dit. Voilà la grille complète de Formule 2. Il y aura bien 11 écuries, bien sûr, 11 équipes. On note qu'il y aura 3 et 3, 6 et 3, 8, 9 rookies. Donc 9 pilotes qui n'ont soit jamais couru en Formule 2, soit couru moins de 2 courses en Formule 2. C'est le cas chez Carlin avec Maloney, chez Hart avec Martins, chez Prema avec Biermann, chez Hightech avec Adjar, chez Dams avec Arthur Leclerc, le frère de Charles, chez PHM Racing qui remplace Charouz, c'est le cas de Brad Benavides, l'américain ou colombien d'ailleurs, Stanek, le tchèque, et Kouchmeni, salut Angel Kouchmeni, le pilote indien, qui est le frère d'Arjun, qui a roulé en Formule 2 lui aussi, Arjun Meni. Alors, d'abord, on va commencer par les rookies. Qui, pour vous, sera le meilleur rookie cette saison parmi ces 9? Alors là, tu poses une sacrée colle quand même. Parce que si on... c'est compliqué, là. Pardon, ça, oui, c'est le line-up de F3. Oui. Ouais, attends, oui, ouais, alors il y a sur les deux. Du coup... Alors, excusez-moi, vous voulez que je vous remets le line-up de la Formule 2. On est sur la Formule 2, donc... alors, je vous fais pas tous les transferts, mais Auger est passé de Prema à MP, Vestier est passé de Hart à Prema, Dams a gardé Wassa, chez Carlin on a mis Fittipaldi qui était chez Charouz, voilà, Douane reste chez Virtuosi, Cordil part de chez Var pour aller chez Virtuosi. Bon, non, pas en F2, en F3 il y en aura une qui a pu, mais pas en F2, non. En même temps, pour monter en F2... Ah bah si, il y avait, comment elle s'appelle, la colombienne, la Tatiana Calderon. Enfin bon, à prendre 5 secondes au tour, je pense qu'il faut mieux ne pas avoir de femme plutôt que quelqu'un qui te représente comme ça. T'inquiète pas, Angel, il va pouvoir remplacer une. Mais c'est les feeder series, Lincoln regarde moins que nous. Je rigole, hein. Lincoln, si... Bon, alors du coup, les gars, ma question, elle court toujours. Bah écoute, hein, si tu nous laissais faire un peu les choses aussi, on s'en sortirait davantage. Bon, alors... En fait, ce qui se passe, c'est que c'est très... le niveau, en fait,
il a l'air quand même un peu plus élevé que par rapport à l'année dernière. Mais je t'avoue que je vais être très mesuré par rapport à nos pilotes français francophones. Pour la simple bonne raison, si on regarde l'exemple tout bête, Pourchère, il a déjà une saison complète derrière lui. Il a maintenant coéquipier Victor Martins. Donc déjà, encore une écurie équipe de France comme on l'a en F1. D'accord. Isaac a déjà rejoint. Crawford, je sais que je sais pas s'il a fait. Je sais pas, tiens, Crawford, s'il a franchement une bonne. Les résultats en F3, ils ont été assez. Alors, moyen. Jacques Crawford. Moyen. Jacques Crawford, c'est moyen. Il était chez Prema, hein, d'ailleurs, en Formule 3. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, il va y avoir. À mon avis, je pense qu'il va y avoir un duel entre les Français francophones. Après, s'il y en a un qui peut sortir son épingle du jeu, je le pense. Après, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais pour moi, ce serait Auger. Ouais. Non, je vois logique. Hein. Alors, si tu voulais... Iwasa, il peut être champion, à mon avis. Ouais, il m'a beaucoup surpris l'année dernière. Et Iwasa, il peut jouer le haut de tableau. Vous me demandez pour Jacques Crawford, l'an dernier en Formule 3, il était chez Prema. Il a couru donc les 18 courses chez Prema. Il a une victoire, 2 meilleurs tours en course, 5 podiums et 109 points. Il a terminé 7e du dernier championnat de Formule 3. Moyen, je pense que moyen, c'est le terme exact. C'est pas mauvais, voilà, c'est bien, mais c'est pas flamboyant. Voilà. Bon, alors du coup, vous êtes très indécis. Alors, moi, je vais vous dire qui je vais regarder cette saison. Bien sûr, dans les rookies, il y aura Oli Bierman, qui a fait une super saison de Formule 3. On rappelle, champion de F4, hein, qui a fait une super saison de F3, qui se battait pour le titre. On va regarder aussi, bien sûr, dans nos Français, Martins, le champion de Formule 3, et Adjar, ainsi que Pourchère, bien sûr. Moi, je vais surveiller aussi Douane, Jacques Douane, chez Virtuosi également. Après, pour le reste, moi, et parce que ce pilote, on connaît son histoire, on connaît ce qu'il a traversé, mais moi, ça va être un bonheur de revoir Juan Manuel Correa conduire une Formule 2, même si c'est dans une toute petite structure comme VAR, mais pour alors, moi... VAR est quand même une bonne structure. Hein. Ouais, mais quand même, ça va être pour moi une vraie opportunité de voir rouler Juan Manuel Correa cette saison en Formule 2. Voilà. Et puis aussi surveiller le parcours du frère de Charles, Arthur, voir ce qu'il peut faire face à un pilote un peu plus expérimenté en F2 qui est Iwasa. Et puis pour le reste, bah... Après, en rookie, il y a aussi Maloney. Mais Maloney, l'année dernière, il était bon en F3. Oui, bah il a terminé vice-champion. Il a pas fini vice-champion, Maloney? Non, 3e, je crois. 3e, ouais. Enfin, en gros, c'était bon. Donc Maloney peut être une surprise niveau rookie. S'il fait comme en F3 l'année dernière. Alors, Capucine, quelles sont les meilleures structures de F2? Alors, on dit que la meilleure structure, de loin, on dit que c'est Prema. Parce que je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, puisque Trident a été capable de gagner le championnat constructeur, mais c'était en F3 notamment. Mais Prema, c'est l'équipe qui, dans les années récentes, là, c'est-à-dire 2021, 20 et même 19, je crois, c'est celle qui dominait presque le monde de la Formule 2, et notamment aussi de la Formule 3. Je sais pas, Louis, si tu es d'accord avec ça, tu as le droit de dire que non. Pour faire simple, après, grosse structure, ça va être Prema, comme tu l'as dit, MP Motorsport également, parce qu'il faut le souvenir, hein, le réussite de MP Motorsport en 2022, certes, est dû à Drugovic, mais surtout au fait qu'ils ont recruté énormément d'ingénieurs, ils ont fait un gros investissement. Pas d'oublier Carlin, une bonne équipe, Art également, et Univirtuosi qui est la suite de Russian Time. Voilà. Après, il y a Campos, faut voir. Campos, voilà. Pendant un moment, c'était vraiment bon, et là, ces dernières années, ça a un peu plus de mal. Faut voir aussi Dams, l'équipe de l'équipe française, oui. Qui est basée au Mans aussi. Le renouveau de avec Charles Pic. Dams, c'est pas si mauvais. Oui, qui est dirigé par le Charles Pic, évidemment, le GOAT, Charles Pic.
Ensuite, Le vert, renouveau de trident, Dame. tout ça, c'est pas mauvais. La surprise, ça va être PHM. Charou, ça a fonctionné moyen. On va voir si PHM arrive à faire des choses par-dessus ça. Et bah voilà, on a fait le tour. En fait, t'as VAR qui est un pilier des Feeder Series en Exactement. général. Ouais. Et qui, l'année dernière, bon, c'était pas ouf, mais comme début de nouvelle structure qui arrive, ça allait, Faut quoi. voir. Mm. Après, clairement, pour cette année en champion, je vois bien un Iwasa pour cher ou quelque chose comme ça. Bierman pourra peut-être s'en mêler, tout comme Fittipaldi et notre Français Adjar. Je pense que Martins va lui falloir 2 saisons comme en F3. Je vois pas Martins se battre tout de suite. Martins, c'est un pilote réfléchi. Il est très bon, mais c'est un pilote qui réfléchit avec sa tête avant tout. Donc je pense que Martins, il va faire une première saison d'apprentissage, une deuxième saison pour gagner, un peu à la Mick Schumacher. Mhm. Et voilà, Ok. dans les pilotes que je vois bien au fond, je vois bien Nissani y rester. Pour Kouchmaï, je sais pas ce qu'il fout là. Arthur Leclerc ne méritait pas de monter en Formule 2. Il y a, il y a Clément Ralph Novalak, Boschung. Dili va il rester a au rien à fond. faire là. Daruvala non plus. Et je pense que les pilotes typiques moyen, ça va être genre Verschoor, Boschung, Crawford, Cordel, Esti. Stanek, Benavides peut-être, on sait jamais. Enfin voilà. Ok, bon. Alors, on Et regarde Douane aussi pour le titre, pardon, j'ai oublié Douane pour le titre. Oui, alors, d'ailleurs, Douane était au test hivernaux avec Alpine. On l'a vu. Oui, notamment. Douane, ça va jouer le titre très fort aussi. Hein. Ah, bah, on rappelle C'est un que des Jack gros. Douane est le fils de Mick, le pilote multiple champion du monde en 500. Bien sûr. Alors, ça, c'est le plateau de Formule 3. Alors, il y a certainement des noms que vous reconnaissez si vous êtes des suiveurs de la Formule 3. Je pense notamment à Caio Collet, le Brésilien, qui était le coéquipier Voilà Pinto. de Martin, Scolapinto, bien sûr, O'Sullivan, Grégoire Saucy Torrieni. aussi, qui était là, Hunter Yeni, Ido Cohen aussi était là. Il y avait Goethe aussi, Oli Goethe, chez Trident, que vous voyez, c'est celui qui a... Souvenez-vous, qui avait détruit sa voiture dans la première course de Spa et que son équipe avait, on ne sait pas comment, mais remonté de manière miraculeuse la voiture. Voilà. Alors. Après, Chaïté qui a Montoya et Mini. Ouais, alors, cette année en Formule 3, vous voyez, il y a 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15. Il y a 17 pilotes rookies. Donc quand on dit 17 pilotes rookies, c'est 17 pilotes qui n'ont jamais disputé un Grand Prix en Formule 3. Ou moins de 2 courses en Formule 3. Ça va être une saison compliquée pour les rookies, à mon avis. Et donc, attention, il y a Danger, Nicolas Tsolov, ça peut être la surprise. Hein. Et donc, on rappelle d'ailleurs que la plupart des pilotes que vous voyez, comme Paul Aron, comme Dino Beganovic, comme Gabriel Emini par exemple, sont des pilotes qui étaient en Freca. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre de la Formule Renault, en fait. Donc, en Freca. Et donc, ils sont montés par la force des choses en F3, notamment, comme Mari Boya aussi faisait partie de tout ça. Bortoletto aussi. Pas de Français en Formule 3 cette saison à suivre. Par contre, il y aura... Tu nous demandais s'il y avait une pilote féminine en F2. Je t'ai dit non, Capucine, elle est en F3. C'est Sophia Flörsch qui revient. Bon, alors vous mettez une pièce sur qui là, Louis? On met une pièce sur qui? Alors, moi je dirais, dans les redoublants, Caio Collet, on sait jamais, peut-être qu'il va enfin se réveiller. Là, je pense qu'il a un minimum de talent. Ensuite, c'est ce que je vois dans les redoublants. Franco Colapinto, évidemment. Dans les rookies, je considère Goethe comme un rookie. Donc Goethe, Tsolov. Ensuite, voilà, Montoya, Paul Aron, Mini, tout ça, c'est des pilotes qui sont très 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 bons. Parce que ça va donner. Après, voilà, c'est un peu tout ce que je pense. Christian Mansell, je pense pas que ça va faire grand chose. José Maria Lotti non plus. Et ensuite, dans le fond de grille, je verrai bien notre Polonais là, donc j'essaierai pas de prononcer son nom, qui a fini 2 souvenirs. C'est Piotr Wisnicki, tout simplement. 2 souvenirs à vérifier. Je crois qu'il a fini au-delà du top 30 en Freca sur 30. Donc voilà, hein. Quand tu finis au-delà du top 30 sur 30, c'est que t'as été vraiment mauvais. Hunter Yeni, je le vois pas faire grand-chose. Et ensuite, c'est pas compliqué. Vous voulez savoir qui vous voyez pas comme favori? Vous regardez la liste des noms. S'il y en a un que vous connaissez pas, c'est qu'il est sûrement pas en favori.
Enfin, surtout si vous Ouais, regardez il a comme moi un fini. peu les formules de promotion. Il a fini 35e de la Formule Régionale European voilà, Championship voilà, by je pense Alpine en que FRECA. je pense que ça explique le talent du mec. Sa meilleure performance, c'était. Ouais, bah. Non, c'est pas possible. Attends. Oulala, attends. C'est bizarre. Voilà, Tommy 24. Smith, 23. un inconnu, le mec, on sait pas ce qu'il fait Son là. meilleur Qui c'est qui résultat, c'était une 21e place à Monza. Bon bah voilà, un autre petit C'est ami d'origine gris, quoi, polonaise voilà, ne va sûrement pas performer. Voilà, donc alors vous allez apprendre à les connaître ces noms en Formule 3, Caio Collet, Franco. Donc en gros, suivez notamment Colapinto et Collet certainement pour la lutte pour le titre. Hein. Et Tsolov, attention Tsolov, il est bon le bâtard, comme on dit. Paul Aron, pareil, Beganovic, pareil. Les rookies, on enlève 3 être champion rookie, c'est normal presque. C'est ça. Bah, et en plus, certains se connaissent très bien puisqu'ils se fréquentaient en FRECA, dans la catégorie d'en dessous. Donc voilà. Niveau rookie qui peut potentiellement jouer le titre, à Montoya et Mini, moi je dirais. Ça paraît un poil exagéré peut-être, mais ils peuvent jouer le top 5 championnat. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait vous dire sur la catégorie de la Formule 3. On vous rappelle quand même comment ça se passe, la F2 et la F3. Il y a une séance d'essai libre de 45 minutes le vendredi, suivie d'une séance de qualification d'une demi-heure, une séance unique d'une demi-heure, une course sprint le samedi et une course longue le dimanche. Voilà. Et on rappelle qu'en sprint, on inverse les 10 premiers de la grille de la qualif du vendredi en F2, les 12 premiers de la qualif en F3 pour la course sprint, et on prend la bonne grille le dimanche pour marquer des points. Voilà. Est-ce que vous allez quand même regarder les petites catégories, vous ? Est-ce que peut-être pour ceux qui ne s'y sont pas mis l'année dernière, est-ce que vous allez vous y mettre cette année ? Alors, pour pour ce qui est de la F2, la F3, bah, j'essaierai de regarder plutôt les temps forts parce que ce qui se passe, c'est que moi, c'est mon timing de travail qui me permet pas de pouvoir regarder, en fait. Mais ouais, pourquoi pas. Après, ça peut être en espérant juste une chose, c'est qu'il n'y ait pas de confusion pour le titre comme ça a pu se passer en Italie avec le sacre de Victor Martins. Voilà. F2, F3, c'était confusion, quoi. Ouais. Ok. Non, F2, il n'y avait pas vraiment de confusion sur qui est champion. Ok. Voilà. Alors, toi, si, j'ai regardé les courses de Formule régionale Moyen-Orient pendant l'hiver. Ah oui, c'est vrai. Oui. En vrai, Miketunif, il est bon. Hein. Impatient de le voir en FRECA. Sinon, Valkyria, toi, est-ce que tu vas regarder ? Ou t'y intéresser si j'ai un le temps peu de plus ? me réveiller, si j'ai le temps, ouais. Bah ça va, il y aura peu de moments où c'est tôt le matin. Ça va. Il y a juste l'Australie, ça va piquer un peu, mais sinon ça passe. Mais je vais regarder le maximum de courses. Ah oui, pour Sophia, tu connaissais pas Sophia Flörsch-Capucine, alors c'est pour effectivement Linkin te raconter, c'est celle qui a eu un grave accident à Macao, souvenez-vous, ce crash horrifiant qu'elle avait eu à Macao. Elle s'était retrouvée certes, mais grave, absolument pas, vu qu'elle est sortie même toute seule de sa voiture. Ouais, mais alors, je peux te dire qu'elle a dû se faire une frayeur. Ça fait peur, ouais. Elle a dû se faire une Oui, frayeur. excuse-moi, mais quand tu as une voiture, on va dire une monoplace, et qui t'arrive à envoler en face de la tribune des journalos, tu te prends ça sur la figure, je peux te dire que ça fait très mal. Hein. En vrai, Linkin, je pense que les journalistes ont eu plus peur que elle. Elle a pas dû comprendre. Tu sais, genre, d'une fraction de seconde, elle est passée de sur la piste à dans la tribune. Tu sais, t'as pas vraiment le temps de comprendre ce qui se passe. Les journalistes, je pense qu'ils ont largement eu le temps de comprendre ce qui se passe. Malheureusement pour eux. Alors, ils ont vu la voiture arriver sur eux, quoi. Alors, pour les courses, souvent, dans les petites catégories, les sprint race pour la F3, c'est plutôt le matin vers 10h pour répondre à ces punch. Pour la F2, normalement, c'est plutôt vers 17h30, 18h les courses sprint.
Et le dimanche, souvent, la F3, c'est aux alentours de 9h et la F2, c'est aux alentours de 10h30, 11h. Voilà. Et pour ceux qui ont Canal diffusera les qualifs F2 et F3. Ah bah enfin, ça c'est mieux. J'arrive. Du coup, sinon, moi, je vais vous dire, moi, je vais continuer de suivre ça pour vous et on détaillera les classements dans The Débrief, bien sûr. Et ben voilà, messieurs, on vous a présenté les enjeux de toutes les saisons. Voilà, en 1h30. C'était notre défi, on y est arrivé, puisqu'on est pile 1h30. Oui, bah ça, après, forcément, le fait qu'ils aient rajouté des courses sprint en MotoGP, effectivement, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Mais bah, chaque week-end en plus. Donc, le double de courses. C'est comme ça. Mais bon, voilà. Mais bon, pour ceux qui étaient nostalgiques du Grand Prix d'Inde, vous allez le revoir en moto, le circuit de Boud. J'aime bien Bud. En vrai, Bud, ça peut être intéressant, je pense. Voilà. Donc, non, mais voilà. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur toutes les catégories, sur les essais hivernaux. On espère qu'on a été les plus précis possibles. N'hésitez pas à rentrer dans notre Discord, hein, si vous voulez. Je vais vous le mettre tout de suite, le lien à Tolan, il est là. J'avais envoyé le lien à Tolan pour qu'il vous le mette sur voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. Le Discord, si vous voulez le rejoindre. Et du coup, on voulait vous parler de 2 dernières choses. Louis, est-ce que tu peux encore rester? Je te demande 5 minutes. Oui, vas-y. Ok. Alors, on va parler de 2-3 dernières choses. Au LinkedIn, vous avez vu début de la soirée, on a 2 surprises à vous présenter. Alors, effectivement, je voulais commencer par vous dire que on va compléter notre offre cette année dans ce débrief. Donc, il y aura toujours les débriefs, bien sûr, les 23 débriefs de la saison, plus les 3 débriefs hors série. Et puis, en plus de ça, il va y avoir autre chose. On va essayer de faire que cette chaîne ne soit pas juste une chaîne de débrief, c'est-à-dire que vous ne nous retrouverez pas 23 fois ou 26 fois par année. On va essayer de vous proposer autre chose. On va essayer de vous proposer des lives un peu plus cool parfois. On pourra faire des lives un peu quiz F1, répondre à des quiz, voilà, etc. Et on a aussi prévu cette année de faire ce qu'on appelle du React GP. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept. Le concept, en gros, c'est qu'on regarde une course tous ensemble sur Twitch. Voilà, une course qu'on aura choisie. Et on en parle, on en discute. On la commente un petit peu, on en discute. Et puis, ça vous permet de nous poser des questions aussi autrement, de revoir la formule aussi autrement. Des courses... Mais on voudrait faire du React GP sur des courses qui ont été marquantes. Marquantes parce qu'il s'est passé énormément de choses. Marquantes parce que ça a été des courses qui ont décidé d'un titre mondial. Marquantes, on s'est fait toute une liste de GP. Et puis il faudra aussi expliquer le contexte. Exactement. Et on voudrait essayer de vous proposer ça une fois par mois. C'est-à-dire 10 fois dans l'année, quoi. Dans l'année F1. Je parle bien de l'année F1. Entre mars et décembre. Donc ça, ce serait un premier projet. Et le deuxième projet, alors ça c'est plus un projet de LinkedIn, ça c'est plutôt LinkedIn qui le porte. LinkedIn, très rapidement, est-ce que tu peux nous résumer? Ça va s'appeler LinkedIn Limit. La chaîne YouTube est déjà disponible d'ailleurs. On mettra je vais vous la mettre en lien suite, comme ça je vous la donne maintenant. Comme on mettra un point d'exclamation LinkedIn Limit, comme ça si vous voulez retrouver la chaîne de LinkedIn, allez vous abonner. Donc du coup, voilà. Explique-nous ce que c'est LinkedIn Limit. Alors LinkedIn Limit, c'est ma nouvelle chaîne qui va être consacrée uniquement au sport auto. Parce que pour faire simple, en fait, sur ma chaîne opérationnelle LinkedIn Hybride, ce qui s'est passé, c'est que je mélangeais à la fois du sport auto, mais aussi en partie de la musique, en fait, en gros, autour de mes passions principales. Et ce qui se passe, c'est que Angel, en tout cas sous les conseils d'Angel, je vais dire pour faire plus simple, m'a dit refais une chaîne en propre, tu verras que pour tes futures émissions que tu vas nous proposer sur le terrain, où tu vas présenter plutôt des sorties entre guillemets autour des véhicules anciens ou par rapport à des événements connus mais largement moins connus du milieu entre guillemets grand professionnel, hein, au-delà de la FIA, et pour ça l'objectif, tu vas pouvoir faire entre guillemets déjà des vidéos entre guillemets vlogging, et donc je vais vous présenter des clubs, des voitures, en fait en gros tout va passer à la moulinette, et puis peut-être après sur du long terme on pourra toujours parler aussi un peu Formule 1 sur des contextes un peu techniques,
Et voilà, alors le but, c'est pas de faire de la grande explication comme peuvent le faire les grands streamers comme Despilo, Hydro, etc. Parce que c'est pas du tout notre objectif. Le but, c'est de faire ça vraiment à la bonne enfant, bonne franquette. Et voilà. Et plus, je vous emmènerai aussi à bord quand je ferai du pilotage. Donc ça veut dire que là, je vous annonce déjà 2 dates qui sont programmées. On a le 11 mars, donc ça veut dire que dans 2-3 semaines. 10 jours. Voilà, dans 10 jours, premier tournage. Et 13 jours après, nouveau tournage mais sauf cette fois-ci dans le Nord, pour un test en Formule 4. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'instant, le programme. Et puis, il y en aura d'autres, évidemment, au cours de la saison. Donc, il y a normalement 5-6 émissions prévues. Donc, j'espère que ça va vous faire plaisir. J'ai hâte de voir Linkin rouler dans une Formule 4. Je l'ai déjà fait, déjà. Ça a été en 2022. Mais sauf que là, je vais être plus sur un vrai circuit. Parce que la dernière fois, c'était plus un circuit de test de voiture style sécurité routière. Donc, c'est différent. Là, je suis sur un vrai circuit. On va dire où je vais pouvoir davantage exploiter la voiture. Elle vienne que pourra. Voilà, c'est ça. Donc voilà les 2 projets qu'on a présentés. On espère que ça vous plaira. Voilà, on essaie de se diversifier, non pas parce qu'on veut se mettre une pression particulière. On se met pas de pression particulière, Capucine. On s'est juste rendu compte que, en fait, notre existence à The Débrief n'était que les débriefs. Mais on s'est dit, mais c'est débile, ça veut dire que derrière, il n'y a rien. Que vont penser les gens ? Les gens vont se dire, il n'y a que les débriefs. Or, il n'y a pas que les débriefs, on est capable de faire autre chose. On va essayer de faire autre chose. Et on va essayer de vous le proposer. On va voir si ça vous plaît. Vu les réponses que vous nous faites maintenant, ça a l'air de vous hyper. Donc, on va essayer de le faire. On va essayer d'être régulier surtout et de tenir la cadence parce que ça veut dire que ce sera des lives en plus des 26 lives qui sont déjà prévus. Donc, ça va être du boulot. Mais vous inquiétez pas. Nous, on s'organise pour ça. Et ça va être un plaisir de vous les proposer parce qu'en plus, sur les GP React, avec lui, on a concocté une liste. Hein, Louis ? D'ailleurs, tu as fortement contribué. Ouais, j'ai commencé à écrire une liste assez longue de Grands Prix plutôt intéressants à regarder. Ouais, j'en ai mis aussi, j'en ai mis 2-3 qui peuvent être aussi intéressants à voir. Alors, d'ailleurs, on va voir si on vous fait contribuer à la liste. Si vous voulez en rajouter, que vous voudriez voir. On va faire peut-être sur Twitter une petite réponse, un petit message ouvert en disant quelle course vous aimeriez en React GP. Par contre, Japon 2005, en vrai, je comprends pas trop. Ah, parce que la bataille avec c'est Raikkonen, la remontée fantastique de Raikkonen. Les 3/4 des dépassements sont faits dans les stands. La course, c'était nul à regarder. T'es méchant avec Raikkonen. Non, mais c'est vrai. Non, mais actuellement, McLaren a proposé une incroyable stratégie qui avait permis à Raikkonen de remonter, mais factuellement, il y avait quasiment pas de dépassement en course. Oh, je t'adore. Genre pas le dernier tour. Voilà. Oui, je vous spoil le dernier tour comme ça, j'ai pas de. Alors, vous voyez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez déjà noter que certainement au mois d'avril, quand il n'y aura pas de Formule 1, c'est-à-dire entre l'Azerbaïdjan et du coup Miami, c'est ça. À cette période-là, il y aura un premier React GP, donc on verra ce qu'on peut vous faire. On a plein d'idées. Alors moi, j'avais mis la France aussi, Grand Prix de France 2004 à Manicourt avec la magnifique stratégie à 4 arrêts de Ferrari pour battre Alonso. Ça, c'était aussi quelque chose d'assez intéressant. Il y avait bien sûr le mythique Grand Prix d'Europe 2007 et Marcus Winkelhock, bien sûr. Il y a plein de choses à voir, vous allez voir. C'est une mine. Grand Prix le raté de McLaren et le titre de Raikkonen en 2007 au Brésil. Exact. Ça aussi, c'est trop beau. Il y avait Brésil 2003. C'est bon de manière générale. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, on en discutera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de vous proposer tout ça. Voilà, c'est la fin de ce live consacré aux essais hivernaux. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux, sur Twitch en live, sur notre groupe Facebook, sur Insta, sur Twitter et aussi sur YouTube en replay, vous le savez. On s'excuse pour le fait qu'il n'y ait eu que du 720p ce soir, on va faire en sorte qu'il y ait autre chose. Le prochain débrief, bonne question Capucine, le prochain débrief, vous notez la date, ce sera le 7 mars, mardi 7 mars. Pour le Grand Prix de Bahreïn. Non, pas sur YouPorn Atlantis. Tu sors.
Merci Val, j'allais le dire. Et donc voilà. Et donc voilà. Oui, ce sera 21h. En fait, vous noterez que tous les débriefs seront le mardi après chaque Grand Prix à 21h. Sauf peut-être pour les Grands Prix qui ont lieu le dimanche matin, comme l'Australie par exemple, le Japon. On pourrait essayer de les faire le jour même, le dimanche soir, mais on vous préviendra de toute manière. Voilà. En tout cas, merci. Et puis je tenais à dire juste une dernière chose. Alors c'est peut-être pas aussi plaisant, mais j'aimerais dédier The Débrief à Jean-Pierre Jabouille, qui il y a un mois, jour pour jour, nous a quittés, qui était une grande pointure du sport auto, 6e d'ailleurs pilote français à gagner un Grand Prix. C'était à Dijon en 1979 avec le moteur turbo. C'est vrai. Et voilà. La victoire d'un moteur turbo, non? Donc, on tenait à petit clin d'œil. Je sais qu'on a beaucoup de compassion avec les pilotes, The Débrief. Et dans la liste, bien sûr, on a appris aujourd'hui le décès de Juste Fontaine, le footballeur, à l'âge de 89. Je crois il avait 89 ans, Juste Fontaine. Vous savez qu'il reste, et pour l'instant, le meilleur buteur sur une seule et même Coupe du Monde. 13 buts dans une seule et même Coupe du Monde. C'est un record qui n'a pas encore été battu. Et je pense que il faudra un peu de temps pour que ça arrive. Voilà. Donc on se retrouve mardi à partir de 21h pour le débrief du Grand Prix de Bahreïn. Merci Linkin et merci Louis de m'accompagner, à m'accompagner. Bonne saison à vous tous, n'est-ce pas? Bonne saison Louis et bonne saison Linkin. Valkyria, tu reviens quand tu veux, comme d'habitude, tu sais très bien, la porte est ouverte. Merci à Capu, à Atlantis, à Say Punch, à tout ça d'être venus nous voir ce soir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, des débriefs. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on acquérera un peu de visibilité. Voilà, et je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit, une excellente soirée. Le replay de ce débrief sera sur YouTube dès demain. Et on se retrouve mardi à partir de 21h pour un nouveau débrief. Salut à tous, ciao. 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 À plus.